Alors la biodiversité, c'est un mot qu'on connaît depuis 1992 suite au Forum de Rio. En fait, c'est le tissu vivant de la planète, que ce soit le monde des plantes, le monde des animaux, le monde des champignons, des bactéries. Et c'est également toutes les interactions qu'il peut y avoir entre toutes ces formes de vie. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la biodiversité. L'Atlas de la biodiversité, c'est un programme qui a été organisé par l'Office français de la biodiversité, qui fait des appels à projets. Donc au niveau de la communauté de communes de Pével-Carambos, ici, nous avons concouru, nous avons fait un gros dossier qui a demandé beaucoup de temps. Et en fait, c'est des inventaires qui sont faits sur le territoire, des inventaires faunistiques et floristiques, pour connaître effectivement quelles sont les richesses ou les pauvretés de ce territoire. C'est intéressant parce que la Pével-Carambos, c'est le poumon vert de la métropole et c'est en même temps un territoire sur lequel il y a de fortes pressions foncières. Donc ce qu'il faut, c'est surtout préserver l'existant et faire en sorte de bien gérer les projets à venir. Pour mettre en place cet atlas de la biodiversité, on a fait appel à 4 acteurs. Le GON, le groupe ornithologique et naturaliste des Hauts-de-France pour la faune, le Conservatoire national botanique de Bailleul pour ce qui concerne la flore, les CPIE pour tout ce qui concerne les interventions dans les classes et la Nord-Nature Chico Mendes pour tout ce qui est sortie nature, que ce soit auprès du public ou également auprès des techniciens. Alors les actions qui ont été mises en place, ce sont des inventaires. On ne part jamais de zéro, il y a des choses qui ont été faites. On part de cet existant. On considère qu'il y a des zones qui sont intéressantes à visiter une seconde fois et on considère également qu'il y a des zones qui sont à visiter pour la première fois pour savoir quelles sont les richesses ou l'absence de richesse de ces zones-là. Ces 4 acteurs, évidemment, c'était la cheville ouvrière de ces atlas de la biodiversité communale, mais on n'aurait vraiment rien pu faire sans les associations qui sont sur le terrain depuis toujours, sans la Chambre d'agriculture, sans le parc naturel. Enfin, l'ensemble des acteurs, on a vraiment essayé, et d'ailleurs c'est une volonté de l'Office français de la biodiversité, de faire participer la population. Donc il y a un tas de réalisations qui ont été faites. On a fait par exemple un inventaire complet des hirondelles de fenêtres qui sont sur la communauté de communes. On a recensé 468 nids. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a posé des nichoirs pour les chouettes effraies, pour les chouettes chevêches. C'est facile par exemple d'aller faire l'inventaire des batraciens dans les zones humides, mais les zones humides ne sont pas toujours accessibles parce qu'elles sont souvent sur des propriétés privées. Et on a eu l'autorisation donc d'aller sur ces terrains privés pour faire des inventaires. Et on a fait des inventaires très intéressants parce qu'on a même trouvé un triton crété qui est vraiment une espèce exceptionnelle. Donc c'est toutes ces coordinations entre le monde associatif, entre le monde politique et les acteurs qui fait qu'on a pu aller à fond dans ces inventaires et découvrir des choses intéressantes. Bienvenue en Pével-Carambos. Ce magnifique territoire vert, composé de 38 communes, est situé au carrefour de grandes métropoles. Je suis Rémi et je vous emmène découvrir la nature épatante. Sur le chemin, nous croiserons des acteurs qui ont œuvré pendant 2 ans aux côtés de Pével-Carambos pour sensibiliser les habitants à la préservation de la biodiversité. Commençons par un arrêt du côté de Capelle-en-Pével à la rencontre des amoureux des abeilles. Bonjour Aurélie, bonjour Véronique. Bonjour Rémi. Alors vous êtes toutes les deux membres de l'association Abeilles en Pével. Tout à fait. Et vous êtes donc des passionnés des abeilles sauvages, des abeilles domestiques. Tous ces pollinisateurs, pourquoi faut-il les préserver? Alors les abeilles, aussi bien domestiques que les abeilles sauvages, comme les bourdons, etc., sont très importants pour la pollinisation des fleurs et donc assurer leur reproduction. Et donc sans abeilles, on n'a pas de reproduction des plantes et donc on n'a pas de biodiversité et puis surtout on n'a pas de fruits, on n'a pas de légumes et on considère que les abeilles permettent la production d'un tiers de la nourriture humaine. Donc c'est très important pour notre survie, nous les humains, et aussi pour la biodiversité. Alors quand on vous entend parler justement, ces chiffres sont impressionnants. Il faut que tout le monde puisse les comprendre et aussi les appliquer, aider les abeilles. Comment vous sensibilisez, vous, avec votre association, le grand public, à la préservation des pollinisateurs? Donc nous, on est une association de 157 apiculteurs. Donc on a tout d'abord un rucher école. On donne des cours pour les apiculteurs amateurs. En plus de ça, on a également 16 ruchers communautaires sur la Pével. C'est un petit peu comme les jardins familiaux pour les apiculteurs qui n'ont pas d'extérieur pour installer une ruche, puisqu'on n'installe pas une ruche sans réglementation dans le fond de son jardin. C'est encadré par des lois. Et on a un accompagnement comme ça qui se fait des élèves première année dans les ruchers, puisque c'est pas évident quand on se retrouve tout seul avec sa ruche et son essaim de gérer tout seul.
Donc là, il y a vraiment un tutorat des plus anciens. C'est solidaire et il y a une bonne entente, une bonne ambiance. Alors du coup, au niveau du grand public, qu'est-ce que vous organisez comme sensibilisation? Alors l'association Abeilles en Pével a une exposition. Elle propose une exposition clé en main qui s'appelle La vie de l'abeille dans les écoles pour tout public, de la petite section au collège, mais également pour un public d'adultes. Des bénévoles vont venir dans les écoles présenter les ruches. Du côté pratique, on va pouvoir démonter une ruche, observer. On va pouvoir goûter le miel, goûter du pollen. On va pouvoir aussi rechercher la reine. On a des ruches pédagogiques. On n'emporte pas d'abeilles au sein des écoles, mais on a une ruche pédagogique avec des cadres photos représentant l'ensemble de l'essaim. Donc c'est très enrichissant pour les enfants aussi sur les projets de la nature. Et on intervient aussi lors des manifestations, comme de la fête de la nature, la fête de la pomme, où on va proposer des ateliers pédagogiques pour les enfants et puis également du côté pratique, la création de plantes de bombes à graines mellifères aussi, voilà, que l'on peut replanter dans son jardin, tout simplement. D'accord, donc là c'est vrai que vous organisez des actions de sensibilisation, mais il y a aussi des menaces contre ces pollinisateurs. Alors quelles sont-elles ces menaces? Alors malheureusement, il y a une diminution, une grande diminution de la population d'insectes et donc forcément les abeilles ne sont pas épargnées. On a environ 30 à 40% d'abeilles en moins. C'est dû à plusieurs choses. Déjà les traitements phytosanitaires, les pesticides. Et puis en plus, on a un acarien qui s'appelle le varroa. Et cet acarien vient se fixer sur l'abeille et en fait c'est comme un tic pour le chien ou le chat. Et donc il vient au final tuer l'abeille et au final ça affecte la colonie et donc on a un effondrement de la colonie. Et puis en plus là on a le frelon asiatique qui est un nuisible classé de catégorie 2 pour l'abeille. Donc qui est arrivé chez nous en force l'année dernière. On va considérer qu'une trentaine d'individus est capable d'anéantir toute une ruche en 48 heures. D'accord. Voilà. Alors face à toutes ces menaces, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suppose que nous, habitants, on peut faire quelque chose. Oui, alors c'est très facile. On peut commencer dans son jardin. On peut installer des petites cabanes à insectes où vont s'installer des bourdons, des abeilles solitaires également qui ont besoin de des petits abris comme ça dans la nature. C'est de plus en plus compliqué pour elles de trouver de quoi se reproduire et un petit abri pour l'hiver. Vous pouvez également mettre une fontaine à eau. Ça, c'est très facile. Alors attention, on peut prendre simplement un petit couvercle de poubelle que l'on va remplir de petits cailloux pour éviter que les abeilles se noient. N'oubliez pas de jardiner également. On a toujours un petit coin, même si on n'a pas de jardin, une petite terrasse, des grands pots où on peut planter des plantes mellifères, surtout pour ces abeilles au mois de juillet et au mois d'août où elles peuvent avoir très faim en cette période. Voilà. Écoutez, un grand merci pour toutes ces explications. Je vous ai embêté tout à l'heure, vous étiez déjà en train de travailler. Je vais vous laisser retourner prendre soin des abeilles et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Prenons de la hauteur, direction le bois de la Tassonnière à Sizouan, pour comprendre de quelle manière les habitants ont découvert la richesse de la faune et de la flore locale. Durant 2 ans, pas moins de 428 habitants ont participé aux événements proposés par l'association Nord Nature Chico Mendes. Bonjour Eric. Bonjour Rémi. Vous êtes animateur à l'association Nord Nature Chico Mendes et depuis 2 ans, vous participez à l'Atlas de la biodiversité communautaire de Pével-Carambos. Donc vous avez organisé de nombreuses sorties nature familiale à destination du grand public. Alors pourquoi préserver la biodiversité? Pourquoi organiser ces actions de sensibilisation? Parce que c'est important de sensibiliser les habitants du Pével-Carambos à la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est pas juste compter des espèces, même si c'est important de compter des espèces, mais c'est aussi la diversité des paysages et surtout les relations entre les espèces et entre elles et les espèces avec les milieux naturels. Donc toutes ces interrelations qui sont importantes à connaître pour comprendre un peu comment fonctionne la nature et notre lien aussi à la nature. Et du coup, pour aborder aussi notre lien à la nature, c'était important aussi de diversifier les approches, ne pas être que sur des approches scientifiques ou naturalistes, ce qui est important aussi, mais aussi des approches sensorielles, sensibles, pour comprendre aussi notre lien profond avec cette nature.
Donc pour arriver à ça, on a mis en place des animations avec des différentes activités sensorielles, sensibles, scientifiques, qui ont apparemment plu aussi au public, parce que ça les a aussi surpris par certaines des activités qu'on a proposées. Mais ça a permis de découvrir différentes espèces, différents milieux naturels. Donc il y avait 3 types d'animations, des animations vraiment de sensibilisation à la nature, et puis des animations plus thématiques, par exemple sur la mare, sur la prairie, etc. Et puis d'autres sur une espèce particulière, ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire celles qui sont présentes quand il y a beaucoup d'autres espèces qui sont présentes aussi, donc qui dépendent les unes des autres. Donc ici, par exemple, à cet endroit précis, on avait fait une animation sur les pics, parce que cet endroit est réputé pour le pic-mare. On a eu la chance de voir le piquet-pêche virevolter et nous faire un superbe spectacle. Ça nous a laissé un grand souvenir, cette animation. Donc grâce à vous, si je comprends bien, les habitants ont pu visiter des lieux emblématiques de notre territoire au niveau de la nature. Et du coup, le public a répondu présent lors de ces animations? Il y a même des animations, on a dépassé notre quota, il y a eu pas mal de listes d'attente aussi malheureusement. Mais oui, il y a même du public et des familles qui revenaient régulièrement aux animations. Je pense que la diversité des activités, le fait de mettre en activité les participants, c'est quelque chose qui leur a plu pour revenir voir ces animations. Et du coup, alors, quel bilan on peut tirer? Parce que c'est vrai que vous avez fait une bonne vingtaine d'animations tout au long de ces 2 ans. Quel bilan on peut en tirer? Un bilan très positif, hein. On a touché quand même avec ces animations près de 500 participants et avec une demande croissante au fur et à mesure des animations. Donc le bilan est plutôt positif et vraiment il y a une demande de renouveler ce type d'animation. C'est important de sensibiliser les habitants pour qu'ils apprennent à mieux connaître la biodiversité et aussi de savoir qu'ils peuvent agir aussi près de chez eux ou carrément chez eux. Il y a même certaines familles, il y a une famille en particulier dont je me souviens qui, en même temps qu'ils vivaient ces animations, aménageaient leur jardin en refuge pour la biodiversité. Donc grâce à vous, si je comprends bien, les habitants ont pu découvrir vraiment la biodiversité qui nous entoure, les espèces qui vivent sur notre territoire et appliquer aussi des petits conseils que vous avez pu leur donner tout au long des animations et l'appliquer chez eux. On l'espère en tout cas. La réalisation de l'Atlas passe aussi par la sensibilisation des enfants. Pével Carambeau a missionné le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Chêne des Terris pour réaliser des actions en lien avec les enseignants et le projet éducatif des écoles. Bonjour Hélène. Bonjour Rémi. Alors vous êtes animatrice au CPE Chêne des Terris et depuis 2 ans, vous participez à l'Atlas de la biodiversité de Pével Carambeau. Oui, c'est ça, avec pas mal d'enfants d'ailleurs. Alors, quel est votre rôle justement? Alors, c'est de sensibiliser ces enfants dans la partie scolaire, où le but c'était de faire des animations dans les écoles pour renforcer l'intérêt de la biodiversité. Donc on s'est rencontrés 2 fois. Un moment en hiver avec une sensibilisation, définition du terme biodiversité, voir un petit peu ce que c'était pour eux, redéfinir un petit peu tout ça aussi d'un point de vue naturaliste et construire tout ce qui était nichoir et hôtel à insectes pour avoir justement cette porte d'entrée par les pollinisateurs et les oiseaux qui sont du coup une faune beaucoup plus abordable on va dire pour les enfants par rapport à cette thématique. D'accord, alors les enfants c'est un peu un public particulier justement, pourquoi organiser ces actions de sensibilisation auprès d'eux? Tout simplement parce que c'est des citoyens aussi présents sur le territoire. L'intérêt de la biodiversité c'est que ça rentre également dans les programmes scolaires et ça permet par la porte d'entrée des enfants de sensibiliser aussi tout ce qui est parents et tous les adultes qui gravitent autour d'eux. D'accord, alors vous avez passé 2 ans sur le territoire, quel bilan pouvez-vous en tirer justement? J'ai beaucoup voyagé parce que c'est 42 écoles qui ont participé au projet avec du coup à peu près 1200 élèves qui se sont greffés à tout ça avec du coup 2 animations et une des animations c'était de prévoir justement un petit inventaire naturaliste où ils ont pu manipuler du vrai matériel de naturaliste comme les filets fauchoirs, parapluies japonais, récolter les animaux, les mettre dans des boîtes loupes afin de participer aussi à l'inventaire général de l'Atlas de la biodiversité sur le territoire.
territoire. Et pour vraiment montrer qu'on était vraiment dans une démarche scientifique, même à leur âge, toutes les données qui ont été récoltées ont été intégrées à l'inventaire général et rentrées du coup vraiment de manière officielle dans l'Atlas de la biodiversité. Et c'est ce qui renforce aussi l'inventaire, c'est que via les animations, alors on a eu des approches, découverte des coccinelles, découverte aussi de différentes sortes de punaises, etc. Mais qui sont des animaux, je dirais, assez classiques, pas forcément des animaux qu'on retrouve habituellement dans les bases de données. Et du coup, là, ça vient compléter un petit peu tout ça. Alors grâce à vous, combien d'hôtels insectes, de nichoirs ont été posés justement? Alors il y a à peu près 90 hôtels à insectes et 180 nichoirs installés sur le territoire. Si vous croisez un nichoir ou un hôtel à insectes, c'est certainement qu'il a été construit par les enfants de l'école dans le cadre du projet. Alors justement ici, on est au jardin Hubert Reeves à Attiches. J'ai vu qu'il y avait un hôtel à insectes juste ici, vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça a été construit? Oui, donc là, le but des hôtels, c'était justement de montrer qu'on pouvait fabriquer des choses avec des éléments de récupération et avoir une sensibilité par rapport à des insectes assez classiques. Ici, on a une partie tige creuse et bûche percée pour tout ce qui est abeilles solitaires, pour bien faire la différence entre l'abeille qui vit dans la ruche, qui nous donne le miel, et ces abeilles très importantes dans la nature, les abeilles solitaires qui viennent justement polliniser les fleurs, donc qui ont vraiment ce rôle très important. Et après, des gîtes d'hiver pour les coccinelles ou les chrysopes, donc on appelle aussi demoiselles aux yeux d'or. Et voilà, donc là on voit bien que mon gîte à insectes, si je veux en faire un facilement à la maison, pas la peine d'aller au magasin, je ramasse dans une balade des petits éléments naturels que je peux mettre du coup dans une petite boîte ou dans des éléments de récup pour pouvoir aménager au mieux le jardin. Écoutez, un grand merci pour toutes ces explications. Grâce à vous, je vais tenter aussi l'expérience d'en faire un pour chez moi. Et bonne journée, à bientôt. Au revoir Rémi, à bientôt. Nichoirs, construction de mares, plantation de haies, ils se sont engagés pour la biodiversité. Partons à la rencontre de ces amoureux de la nature qui nous partagent leur savoir-faire à reproduire chez nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Rémi. Vous êtes élu au conseil municipal de Landa et vous êtes aussi membre de l'association Nos Jardins de Campagne. C'est bien ça, et éco-jardinier également. D'accord, alors ici vous nous accueillez au Jardin des Pâturins qui se trouve derrière l'école Jean Massé. Tout à fait. C'est un lieu où la biodiversité est reine, plusieurs espaces, potagers, mares, haies. Alors pourquoi préserver la trame verte et la trame bleue? Ah, c'est une bonne question. Donc vous savez effectivement que la biodiversité est en danger, hein. C'est pas nouveau. Si on veut être plus précis, les scientifiques annoncent une 6e extinction due à l'activité humaine. Donc pression industrielle, pression urbaine, pression forestière, minière, agriculture intensive, etc. Donc je suis désolé, c'est pas très réjouissant, mais c'est juste des faits, hein. Donc il faut réagir. Et effectivement, la trame verte et bleue est une bonne réponse. Alors chacun peut réagir, hein. Bien sûr. Les États, les forces économiques, le monde agricole doit réagir, mais nous, particuliers, les mairies, les communautés de communes, ont déjà les moyens. Donc l'intérêt de la trame verte et bleue, c'est de faire des petits pointillés qui proposent des oasis de paix, je dirais, pour la nature, avec du vert pour les arbres et avec du bleu pour les zones humides. Vous avez, avec le concours de l'association Les Blancs-Gios, avec le concours des habitants, installé une mare, créé une mare, au financement aussi grâce de la PVL Carambeau. Tout à fait, oui. Pour quelles raisons justement créer une mare? Donc en effet, on a répondu à l'appel du projet Trame verte et bleue qui a lieu à peu près tous les ans. Une mare, c'est une richesse de biodiversité. Il y a des animaux, typiquement les batraciens, les libellules, des insectes qui ne peuvent se reproduire que dans l'eau. Donc s'il n'y a plus de mare, s'il n'y a plus de zone humide, il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus de crapauds, il n'y a plus de tritons, etc. Donc ça sert à ça. Après, ça apporte d'autres services. Ça apporte de la fraîcheur au jardin. Ça apporte un équilibre qui fait qu'on aura des insectes prédateurs qui vont se faire leur affaire des ravageurs. On vit des périodes de sécheresse, des 5-6 semaines de sécheresse. Alors nous, on a un frigo, on a une clim. Éventuellement, les oiseaux, ils n'ont pas de clim, ils n'ont pas de frigo. Donc heureusement qu'il reste des zones humides, des mares pour boire, pour les oiseaux, les insectes, les hérissons. Une mare peut héberger jusqu'à des centaines d'espèces différentes. Donc c'est vraiment extrêmement riche. Alors ici on est sur un jardin qui appartient à la commune de Landa. Tout à fait. Je suis particulier, je voudrais installer une mare, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Donc justement, ce qu'on a fait, c'était, on a volontairement fait ça à la main, je dirais. C'est une formation-action. Donc c'était apprendre en marchant. Donc les volontaires ont passé, on a une quinzaine de volontaires qui ont passé 3 jours, 1 jour de formation et 3 jours les mains dans la glaise, hein, mais on a appris en faisant. Donc c'est tout à fait possible. Il faut juste un peu d'espace, il n'en faut pas beaucoup, hein. Si on a une source d'eau, c'est-à-dire qu'on a une gouttière qui arrive,
ou une cuve d'eau de pluie à disposition, c'est mieux, mais c'est même pas indispensable. Ce qu'il faut, c'est au moins pouvoir amorcer, remplir la mare la première fois. Puis après, l'eau de pluie fait son affaire. Donc il y a des tutos qui existent chez les Blangos au parc naturel régional, donc c'est bien documenté. Je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir des carpes et des poissons rouges, il y en a partout. Par contre, les grenouilles, les tritons, ça craint. Donc il faut effectivement faire ça, ne pas trop intervenir, laisser faire, laisser venir la végétation, les plantes aquatiques. La biodiversité a besoin d'un peu de bazar. Un jardin trop propre, il n'y a pas de vie. Donc il faut des tas de bois, il faut des tas de pierres, il faut des feuilles mortes, il faut des herbes nature. Alors après, il faut garder le contrôle, je dirais. Mais si c'est trop net, il n'y a pas de place pour les larves qui vont vivre, se développer là-dedans, etc. quoi. Pour faciliter le déplacement des animaux, PVL Carambeau s'est engagé dans la création de corridors écologiques. Cela passe par la plantation de haies, de fruitiers ou de prairies fleuries qui servent de gîtes et de couverts aux espèces du territoire. Par son engagement, PVL Carambeau accompagne les communes dans des réalisations concrètes. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Monsieur Dubreuc. Donc vous êtes maire d'Envelin, adjoint à l'environnement ici sur la commune. Depuis plusieurs années, votre commune justement participe à l'opération Plantons le décor. Ça vous permet d'acheter des végétaux à tarif préférentiel. Dites-nous un petit peu pourquoi, quel est l'intérêt justement pour votre commune d'acheter ces végétaux via Plantons le décor? Très bien, effectivement, Envelin est déjà une commune rurale assez verdoyante, mais ça n'empêche qu'on peut améliorer encore la situation qui est déjà intéressante pour notre commune d'Envelin. Depuis que PVL Carambeau a entrepris en 2021 cette opération, ou a repris cette opération Plantons le décor avec l'aide financière de la région, Envelin s'y est naturellement inscrit, à la fois en 2021 et en 2022. 2021 c'était un peu compliqué puisque les conditions climatiques étaient peu favorables. En 2022 ça s'est beaucoup mieux déroulé. D'ailleurs on est ici sur le site des parcelles communales sur lesquelles les plantations ont pu se faire en 2022. Dans ce cadre-là, les terrains ont été mieux préparés. On avait déjà un an d'expérience, heureuse et malheureuse, de 2021 qu'on a pu améliorer en 2022. Et la population a répondu présente et est venue gracieusement avec l'ensemble des élus disponibles et des services techniques pour planter le décor à Envelin dans le secteur de la rue verte, dans notre beau village d'Envelin de la PVL Carambeau. Alors justement, vous, au mois de novembre, vous étiez tous les deux avec votre bêche, vous avez aussi invité la population. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils se sont mobilisés à venir ici? Alors en fait, effectivement, la population a été informée bien en amont de cette opération Plantons le décor. Et donc sur la journée, on a planté à peu près 600 arbres et arbustes dans un endroit tout à fait adéquat et dans un milieu tout à fait vert avec beaucoup de convivialité. Et au cours de la journée, les habitants ont planté tout cet alignement d'arbres, environ 600 à peu près sur toute la journée. Alors vous le disiez en introduction, Monsieur Dupont, Envelin est une commune verdoyante. Je suppose que ce n'est pas la seule action en faveur de la biodiversité que vous utilisez ici. On a 30 hectares de propriétés communales qui sont dans le marais. Envelin est à la rupture de pente du haut bassin versant de la vallée de la Marque. Donc on a cette chance d'avoir des marais mais aussi des inondations. Et en fait on est la dernière commune de PVL Carambeau à l'aval sur le bassin versant de la Marque qui traverse le territoire de PVL Carambeau. Et à ce titre on a eu une énorme chance avec PVL Carambeau de pouvoir avoir le premier projet structurant du projet de territoire de renaturation de la Marque qui s'est déroulé il y a maintenant un peu plus d'une année. Un projet de l'ordre de 500 000 €, financé largement par l'agence de l'eau à 370 000 €. Et ça permet finalement de rendre à la rivière un peu plus de biodiversité puisque en fait il y a eu de la renaturation, du reméandrage, du renforcement de berges et aussi une ouverture à la lumière de la rivière avec l'abattage d'un certain nombre d'arbres. Donc c'est un projet essentiel et ce que je souhaite à PVL Carambeau finalement, c'est qu'on remonte jusqu'à la source de la Marque à Montrepével par rapport à ce qui s'est fait ici et toutes les communes sur le territoire et sur le trajet en bénéficieront. Oui, puis c'est aussi un projet familial, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez fait un sentier le long où les promeneurs peuvent profiter justement de la Marque. On a associé l'utile à l'agréable et aujourd'hui ce sentier piétonnier il est fabuleux et il suffit d'y venir pour avoir envie d'y revenir. Effectivement, Monsieur Dupont, j'ai participé à l'inauguration l'année dernière et c'est vrai que c'était très agréable ce sentier. J'espère que tous les habitants de PVL Carambeau pourront le découvrir. Alors une dernière chose, est-ce que vous pouvez me présenter les espèces que vous avez plantées l'année dernière? Parce que je vois pas mal d'arbres, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on a planté par exemple du chêne, ici, on a planté de l'aulne, un peu de sol, du fusain, du noisetier également. Prenons la direction d'Atiche, où les chouettes trouvent refuge à 2 pas des boxes des chevaux.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Rémi. Vous êtes gérante de l'écurie de propriétaire Le Clos d'Arion à Attiches. C'est bien ça. Vous avez accepté de poser des nichoirs chez vous qui ont été financés par PVL Carambeau pour accueillir des chouettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors à la base, nous étions sensibles à la nécessité de préserver l'environnement. Nous avons rencontré Alain Nessens qui nous a proposé d'adhérer à l'association Humanité et Biodiversité et de créer ici une oasis nature. Donc, par la suite, on lui a signalé la présence de chouettes à proximité de l'écurie et de là, il nous a mis en relation avec le GON qui est venu confirmer la présence des chouettes et nous a ensuite proposé d'installer des nichoirs. Vous pouvez m'emmener en voir un? Bien sûr, allons-y. Alors comment s'est passée la pose des nichoirs? Alors, un technicien du GON est venu sur place et nous avons choisi ensemble le lieu de pose de ces nichoirs. Pour la chouette effraie, le choix s'est porté sur le hangar de stockage, sous la toiture de ce hangar, puisque nous voyions régulièrement la chouette à proximité du hangar. Il faut savoir que la population des chouettes diminue principalement à cause de la perte de leur habitat naturel. Il y a de moins en moins d'arbres creux, de bâtiments ouverts où elles avaient l'habitude de nicher. C'est pour ça qu'il est important de poser des nichoirs. D'accord, donc grâce à vous, 2 espèces de chouettes vont pouvoir se reproduire sur notre territoire. On l'espère. Alors on se trouve maintenant au pied du nichoir. Est-ce que cette démarche a été facile à mettre en place? Oui, tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à se rapprocher des associations locales qui nous aident concrètement et nous apportent la bonne information. Donc c'est motivant et puis ça nous incite à poursuivre dans cette démarche et puis à réfléchir collectivement sur les actions qui sont à mettre en place. Donc si vous avez un lieu qui s'y prête, il ne faut surtout pas hésiter à mettre en place des nichoirs. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous Stéphanie et puis surtout n'hésitez pas à nous tenir au courant de comment ça se passe pour les nichoirs et la vie des chouettes chez vous. À bientôt. Avec plaisir. Merci. L'Atlas de la biodiversité consistait également en la réalisation d'un état des lieux des richesses patrimoniales. Dans les bois, dans les cimetières, sur les talus et même dans les parcs publics, la faune et la flore s'épanouissent librement. Les partenaires nous font découvrir les bonnes pratiques permettant de retrouver des espèces que l'on pensait disparues. Bonjour Arnaud. Bonjour Rémi. Donc vous êtes jardinier polyvalent pour la ville de Falampin et ici Oui, vous nous ça. accueillez au cimetière. Au cimetière, exactement. Donc depuis 2009 vous mettez en place la gestion différenciée. Alors comment ça se passe? Alors nous avons testé plusieurs principes de gestion différenciée, surtout au niveau des allées, parce que c'est là où ça pose le plus de problèmes. Nous avons testé la pousse spontanée, mais les adventices prenaient le dessus sur la graminée, sur le gazon. Nous avons testé aussi le semi-horticole de graminée. Et en fait le problème venait par rapport aux fossoyeurs, comme ils doivent intervenir dans les tombes par devant, ça détériorait une grande partie de l'allée. Donc nous avons opté pour un désherbeur mécanique, à peu près un passage par mois, et en fait il va permettre de désherber les allées sans trop déstabiliser le sol. Vous avez parlé justement des pousses spontanées, on les trouve entre les tombes, dans les massifs. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors les pousses spontanées entre les tombes, on les sélectionne. Ceux qui sont dites nuisibles, on les arrache. Et les autres, on essaye de les préserver pour que d'année en année, il ne reste plus que cela. Celles qui se situent dans les massifs, de même, on sélectionne. Là, on peut trouver des petits arbres, des petits arbustes. Si elles n'ont pas leur place à cet endroit-là, on les transplante et on les met dans notre pépinière. Et cette opération se fait l'hiver, donc on va dire novembre, décembre. Alors comment les habitants de Falampin ont pris justement cette application de la gestion différenciée au cimetière? Alors au début très mal, parce que c'était le principe de la terre brûlée pendant des années. Et de revoir ces herbes folles réapparaître, ils ont eu un sentiment d'abandon du cimetière, pensaient que c'était plus entretenu, plus comme avant, donc voilà. Pour cela on a mis en place de la communication
via le site internet, la page Facebook et le bulletin municipal. Et du coup, maintenant, les habitants l'ont mieux accepté? Oui, ils l'ont mieux accepté et mieux compris, mais on continue notre pédagogie au quotidien. Bonjour Valentin. Bonjour Rémi. Donc vous êtes chargé d'études scientifiques au Conservatoire botanique de Bailleul. Juste avant, on était au cimetière de Falampin. Et là, justement, on est venu vous voir pour savoir un petit peu les plantes qui sont réapparues là-bas grâce à la gestion différenciée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, c'est des plantes qui se nichent dans les vieux murs et dans les interstices des tombes. Par exemple, on peut retrouver la doradille des murs et aussi donc, la rune de Rome, qu'on appelle aussi la cymbalaire des murs. On a aussi observé de l'ail des vignes, qui est pas très fréquent, surtout dans les cimetières. Et on a retrouvé une orchidée aussi, l'Epipactis celeborine. En fait, c'est une orchidée qui bénéficie de l'ombrage d'une haie qui est laissée en libre cours par l'équipe qui s'occupe de la gestion du cimetière. On vous a dérangé, je pense que vous étiez en train de travailler, alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Donc en fait, je fais des inventaires des plantes de la haie qu'on voit ici et aussi de l'accotement routier, donc du talus. Donc par exemple dans cette haie, on peut y retrouver du troène, du cornouiller sanguin ou encore du noisetier. Et en fait cette haie, c'est vraiment un lieu de nourrissage, de reproduction et de nidification de bon nombre d'oiseaux. En fait c'est un refuge pour les espèces prairiales parce que globalement les prairies elles sont dégradées à cause d'engrais ou d'herbicides sélectifs et on va les observer justement sur ces talus. Et donc ces talus et ces haies vont vraiment faire office de corridor écologique. Si je comprends bien, il faut absolument les préserver. C'est exact. Donc en fait, pour bien gérer ces talus, il faut préférentiellement réaliser une fauche plutôt tardive, fin juillet, début août, pour permettre à toutes les espèces de boucler leur cycle de reproduction. Et il faut aussi proscrire tout girobroyage, parce que le girobroyeur, il va déchiqueter des plantes comme par exemple une espèce exotique envahissante que beaucoup de gens connaissent, la renouée du Japon. Et en fait, ça va fragmenter sa tige et ça va la disséminer le long de notre talus routier. Alors juste après, je vais aller au site des 5 tailles. Quelles sont les espèces emblématiques de là-bas? Ouais, alors il y a un peu deux habitats majoritaires sur le site des 5 tailles. Donc on va retrouver une flore caractéristique des milieux boisés. On va y retrouver le maillanthème à deux feuilles, l'ail des ours aussi, que beaucoup de gens connaissent. Dans les marais, on va retrouver l'autonie des marais par exemple, la Véronica écusson ou encore la Zanichelli par exemple. Vous avez parlé de plantes des marais. Alors justement, quels sont les services rendus par les marais, les zones humides au site des 5 tailles? Alors les marais, ils rendent un bon nombre de services. Ils préviennent déjà des inondations. C'est une zone d'expansion de crues et une zone aussi où l'eau va pouvoir rentrer et s'infiltrer dans le sol et remplir la nappe phréatique. Un second point aussi important, c'est qu'en fait ça va filtrer l'eau. Tous les végétaux vont pour croître assimiler des nutriments dans l'eau. Donc comme le carbone, l'azote, le phosphore par exemple. Et ça va limiter les rejets dans les rivières et dans les nappes. Et bien sûr, c'est un lieu de vie pour bon nombre d'espèces animales et végétales. Écoutez, un grand merci Valentin, je vais vous laisser finir votre inventaire et moi je pars aussi des 5 tailles. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Le site des 5 tailles à Tumeries et ses 137 hectares de forêt et de bassins sont le repère de nombreuses espèces d'oiseaux, d'amphibiens et d'insectes. C'est l'exemple même de la reconversion réussie d'un ancien site industriel de production de sucre. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bienvenue sur le site ornithologique des 5 tailles. Merci beaucoup. Alors juste avant j'étais à Falampin, on m'a parlé de la flore sur le site justement des 5 tailles. Vous, en tant que garde départementale, vous devez en savoir un petit peu plus sur la faune. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Ah oui, bien sûr. Alors du coup, sur le site ici a une vocation ornithologique. Donc on est plus basé sur les oiseaux au niveau de la faune, mais on a plusieurs espèces de mammifères, plusieurs espèces de reptiles. Enfin, voilà, on a une belle diversité qu'on essaye de maintenir et de faire découvrir au public. Alors justement, pour les accueillir, pour bien les préserver ici, vous devez avoir une gestion particulière? Alors tout à fait, donc on s'intéresse à ces espèces, de connaître un petit peu mieux leur biologie, leurs besoins en habitat. Et notre travail, en plus de suivre ces espèces et leurs effectifs, c'est de travailler, essayer de maintenir ces habitats, leur milieu de vie. Alors vous pouvez me le faire découvrir? Je t'en prie, allons-y. Et c'est parti. Voilà, alors ici Rémi, on est dans la forêt, donc c'est une chênaie des années 20 à peu près, là, une centaine d'années. Donc on a différents milieux sur le site qui fait à peu près 150 hectares, la forêt en fait 80. On a du pâturage aussi, des pâtures qui font à peu près une vingtaine d'hectares et une grosse surface de plans d'eau.
Alors en fonction de ces endroits, on va avoir des gestions qui sont différentes. De même dans la forêt, on peut avoir des gestions différentes entre les cheminements sur lesquels on se trouve, où on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de branches qui tombent sur le visiteur. Par contre, en cœur de parcelle, on va avoir une gestion un petit peu différente, où on va pouvoir laisser évoluer beaucoup plus librement la forêt. D'accord. Alors, parce que là, on voit par exemple un arbre mort, on dirait. On pourrait se dire que le site n'est pas géré du coup. Pourquoi on laisse un arbre mort? Alors tout à fait, on peut se poser la question et c'est vrai que ça nécessite souvent des explications. En fait, les arbres morts ont une seconde vie. On dit qu'il paraît mort extérieurement, mais en fait à l'intérieur il est très vivant, notamment au niveau des larves d'insectes. L'arbre va être un petit peu affaibli, colonisé par les champignons qui vont dégrader un peu la lignine, qui va rendre attractif le bois pour les larves des insectes, donc souvent qu'on qualifie de xylophages, qui ont une capacité à manger ce bois mort. Et ces larves sont une base de chaîne alimentaire pour les pics, qui vont pouvoir venir s'y nourrir. Et donc en laissant ces arbres-là, on a une population de pics qui est intéressante. Ici sur les 5 tailles, on a les 5 espèces qui sont présentes dans le département, donc qui fréquentent ici la forêt. Alors tu as parlé de zones humides, on peut aller voir justement s'il y en a? Allez, allons-y. Donc ici, on se trouve dans un observatoire, oui, devant un bassin. Comment sont gérées du coup les zones humides sur le site? On gère les niveaux d'eau. Gérer une zone humide, c'est savoir de où vient l'eau et où elle va et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc nous, ça nous permet de garder les îlots hors de l'eau et donc les maintenir attractifs pour les oiseaux qui vont nicher au sol. Ça nous permet aussi, et on le voit partout sur le bord des bassins, c'est une végétation simplement qui va pousser les pieds dans l'eau. Et donc qui va être très dépendante de la quantité d'eau qu'on trouve dans le sol, quoi. Alors, vous réalisez aussi des inventaires, aussi des 5 tailles. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un peu quels inventaires, quelles espèces, tout Alors, ça? à peu près toutes les espèces. Ici, comme on est sur un site ornithologique, plus précisément aux oiseaux, avec des suivis plus spécifiques, notamment pour le grèbe à cou noir. Mais on fait aussi des études sur les libellules, des suivis sur les orthoptères, donc les sauterelles, les criquets qu'on va trouver plus dans les pâtures, les papillons. Tout nous intéresse. L'objectif au global, c'est d'essayer de connaître le plus précisément possible le site et d'avoir une gestion qui va être la plus adaptée, la plus efficace. Bah écoutez, un grand merci pour toutes ces informations. Je vais vous laisser devant le bassin. Moi, je vais repartir du côté forêt, profiter du sentier de randonnée. Okay, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Rémi. Si le bois des 5 tailles est connu et reconnu comme site patrimonial favorable à la biodiversité, il existe près de chez vous des lieux plus ordinaires réservant de belles surprises. Bonjour Guillaume. Bonjour Rémi. Alors vous êtes chargé d'études faune au groupe ornithologique et naturaliste Hauts-de-France et vous avez participé à l'Atlas de la biodiversité Pével-Carembault. Alors ici on est au parc du Millénium à Orchy, c'est un parc public, il y a pas mal d'arbres, il y a de la végétation. Est-ce que ces lieux, ces parcs publics sont propices à la biodiversité? Alors les parcs urbains et les espaces verts, globalement ça va dépendre de la gestion qui va être mise en place. Donc ça va dépendre des échanges végétaux que tu vas trouver. D'accord. Et aussi de la gestion qui est mise en place, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des aménagements qui sont dédiés à la faune, est-ce qu'il y a des zones qui vont être plutôt mises en fauche tardive, en pousse libre, ce genre de choses. Évidemment, en termes d'aménagement, tu auras aussi tout ce qui va être nichoir, par exemple pour les oiseaux, pour recréer des cavités. Ça peut être aussi tout ce qui va être hôtel à insectes. Après, tu as aussi tout ce qui va être micro-habitat, donc laisser un petit tas de bois mort quelque part. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités dans les parcs urbains. Et ça dépend après de la volonté de chacun. Des élus, voir comment ils peuvent mettre en place des choses. Alors, vous étiez en train de battre les arbres. Si vous regardez un petit peu les espèces, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, vous avez cherché des coccinelles ici. Oui, c'est ça. Alors l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, comme tous les ans, un événement national qui est organisé par l'Association des coccinellistes de France. Donc c'est un événement qui a toujours lieu à peu près début septembre, souvent le premier week-end, et qui a pour but de faire découvrir les coccinelles au grand public. Donc c'est-à-dire quelles sont les espèces qu'on rencontre, quelles sont leur biologie, leur écologie, etc., etc. Et pendant ce week-end-là, en général, on en profite pour essayer de prospecter des lieux qui sont un peu déficients en données, si tu veux. Alors toutes ces données, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les coccinelles ici présentes à Orchy? Sur cette commune-là, quand on a commencé l'inventaire, il n'y avait qu'une seule espèce qui était connue. Alors pourquoi on a choisi le parc du Millénium? Parce que sur la commune, on a quand même essayé de chercher un espace qui était quand même assez verdoyant et qui pouvait constituer un petit îlot de nature. Et pendant cette journée, avec les quelques participants, ce qu'on a trouvé, c'est 20 espèces de coccinelles. Ce qui est quand même assez conséquent, puisque dans la région, il faut savoir qu'on a à peu près 60 espèces.
un petit peu plus, donc ça représente quand même un tiers. Et je pense qu'on pourrait même faire un petit peu mieux parce qu'il y a quelques espèces très communes qu'on n'a pas trouvées le jour-là. Bon, ça fait partie du jeu des inventaires. Alors, toutes ces données justement que vous avez collectées, à quoi elles vont servir? Dans un premier temps, à alimenter les données de l'atlas de la PVL Carambeau. Et dans un second temps, ça participe aussi à l'atlas des coccinelles des Hauts-de-France. D'accord. Bon écoutez, je vois que vous êtes en plein inventaire, je vais vous laisser tranquille. Un grand merci à vous de nous avoir donné toutes ces explications et bonne recherche de coccinelles. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'Atlas de la biodiversité est maintenant terminé. Il a connu un grand succès par la participation de nombreux habitants, également de nombreux agriculteurs, des associations qui ont participé au recensement de la faune et de la flore présents sur notre territoire. En ce qui concerne la faune, 1400 espèces ont été recensées, dont 400 nouvelles. Les espèces les plus connues, bien sûr, c'est le triton crêté, le grand mars, qui est un papillon, ou également l'hirondelle des rivages. En ce qui concerne la flore, près de 300 espèces en moyenne par commune ont été recensées. Malgré tout, il faut déplorer la disparition sur notre territoire de 70 espèces et la présence maintenant d'une cinquantaine d'espèces envahissantes comme la berce du Caucase, la renouée du Japon. Il faudra les surveiller de près. Cet atlas a permis bien sûr de voir que nous avions des sites remarquables qui sont connus comme les marais de Bonance, la forêt de Falampin, le bois des 5 tailles, également la forêt de Marchienne. Mais on a découvert aussi que par exemple le bois du Courdigeot à Austricourt ou même le parc du Millénium à Orchy présentaient un intérêt important pour la biodiversité. Il y a des enjeux importants qui concernent par exemple les zones humides. Bien sûr, il faut les préserver. Par exemple, on peut préconiser une fauche tardive. Ensuite, il y a les forêts, les bois. Il faut essayer de travailler en partenariat avec les propriétaires privés et l'ONF pour laisser ce qu'on appelle des îlots de sénescence, puisqu'on s'est rendu compte que le bois mort avait un grand intérêt pour la biodiversité. Puis enfin, il serait intéressant et fortement conseillé de replanter des haies pour créer du bocage, favorable aussi à la biodiversité, et demander simplement aussi aux particuliers de laisser une partie de leur pelouse ou quelques bandes sans être tondues pour là aussi permettre à la biodiversité de gagner du terrain sur notre beau territoire de la communauté de communes PVL Carambeau.